Jean-Luc Charton, à Puy-Saint-André, et on est le 7 février 2025. Bonjour Jean-Luc, Bonjour Michel. merci de m'accueillir dans ce gîte altitude 1515 mètres. On en Ouais, reparlera certainement ouais, tout à ouais, l'heure, c'est ton ouais, camp de base, ouais, pour un nouveau portrait montagnard, donc une ouais, vidéo de la série des portraits montagnards que j'ai ouais. commencé il y a quelques semaines. Et traditionnellement, en tout cas depuis la deuxième vidéo de la série, on commence notre conversation à bâton rompu, mais par une question qui a été posée par le précédent portraitisé. Je ne sais pas si Ouais. on dit portraitisé, mais je Oui, dis mais ça se dit, hein. portraitisé, voilà. Euh, Portraituré, peut-être. Portraituré, voilà. Qui s'est adressé au suivant, mais sans savoir qui il était. Ouais, ouais. Voilà. Donc, cette question-là, c'est Raymond Siriot qui te la pose. Alors, Pourquoi tu ferais pas prof? ah, bonne question. Merci Raymond. Alors Raymond pose la question, pourquoi tu ferais pas prof? D'abord, je vais dire, je ne pense pas faire prof. Être prof, oui, c'est ça. Et c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée parce que j'étais en même temps que Raymond surveillant au lycée de Briançon et je faisais des études de géographie et d'histoire. À l'époque, on disait je fais de la géo. Et en fait, je me suis posé cette question dans le sens où qu'est-ce qu'on apprenait aux petits Français à l'époque en histoire? C'était nos ancêtres les Gaulois et puis en géographie, on parlait pratiquement pas des Alpes. Euh, C'était un vaste pot-au-feu qui oubliait peut-être même l'Himalaya, mais qui était, est-ce que c'était volontaire, centré sur l'urbain, sur la ville. Je me souviens avoir étudié l'urbanisme de la ville de Toulouse, qui a dû bien changer depuis ces années-là. Donc, j'ai fait des études de géographie à Grenoble, à Lille en géo-urbaine, et à un moment, je me suis dit non, ce qui me plaît ici, c'est pas tellement d'enseigner les Alpes, c'est d'y marcher, d'y grimper, d'y skier, et puis de les décrire. Voilà. Alors, j'ai fait ça en fait, j'ai pas fait prof. Dommage, Raymond. Donc, tu n'as pas fait prof, mais est-ce que tu étais d'origine de la montagne ou est-ce que tu as découvert la montagne plus tard? Ah non, pas du tout. Mon père était militaire et donc on a voyagé partout entre l'Allemagne et la France et on est originaire d'un tout petit patelin au pied des monts du Morvan et on a retrouvé des traces de cette famille très très ancienne et d'après ce que j'ai lu, on porte un nom gaulois, de Char. Voilà. Donc voilà, nos ancêtres les Gaulois, on y revient quand même. On y revient. Ouais, ouais. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené à Alors, Briançon? ce qui m'a amené à Briançon, c'est la montagne qu'on faisait avec mon père, mon oncle, mes frères et sœurs, etc. On parcourait l'Oisans, Chamonix aussi, et j'ai vraiment été plongé dans oui, c'est ça, dans la soupe montagnarde. J'ai fait tout gamin, j'ai commencé à grimper à Chamonix avec mon oncle, à Bionasset, un peu partout, Aiguille du Midi, etc. Donc, c'est une histoire de famille et qui se perpétue. C'est-à-dire, mon fils, qui vit en Nouvelle-Zélande, est on peut dire, un alpin confirmé, qui écrit des bouquins, etc., sur les Alpes néo-zélandaises. Et il a des petits-enfants qui sont déjà des grimpeurs à 8-10 ans. Voilà. Donc, tu n'as pas voulu enseigner la montagne, la géographie, tu as voulu la parcourir, la découvrir, et ça t'a fait faire un tas de métiers différents, puisque Oui, là, oui. en montagne, il n'y a pas qu'une activité. On t'aurait pu être guide au départ, Oui, simplement. ah ben j'ai passé le brevet d'aspirant guide et je l'ai raté à 2/10. Et rétrospectivement, je me suis dit que c'était peut-être Une bonne chose. une bonne chance parce que j'ai plusieurs copains qui sont morts en montagne, en avalanche, en chute de pierre, enfin tous
toutes les manières tragiques, hein, dans lesquelles on peut mourir en montagne, hein, tomber dans un ravin en voiture, etc. L'avalanche surtout. Et donc, je pense que j'ai eu une autre orientation. À un certain moment, j'ai vu qu'on pouvait passer un diplôme d'accompagnateur. Et en fait, en étant accompagnateur, ben, je pense avoir fait de la géo et de l'ethno. C'est-à-dire quand je voyageais dans les pays très, très éloignés, Himalaya du Népal, de l'Inde ou Mongolie, eh bien, j'essayais de comprendre comment vivaient les gens. Je faisais de la géo, je faisais un cours de géo, je prenais des notes, etc. Et je partais avec des notes de de géol, de géologie. Entre autres, l'Himalaya du Ladakh est tellement belle à parcourir avec des formes de relief de toutes les couleurs. Et ça, Et là, on se pose des questions. Par exemple, vers Annapurna, où je suis allé une dizaine de fois, j'ai trouvé dernièrement, avec mes petits-enfants, que j'avais emmenés au Népal, un grand pan de Ripple Mark, ces fameux Ripple Mark qu'on trouve dans au le tu- Tenaille. Et ouais. là, Ou on dans le avait un tunnel de pan, Presles. pardon, Ou dans le tunnel de Presles, mais en ou tout dans le petit. tunnel de Presles. Et là, on avait un pan de montagne qui avait été redressé et on voyait les vagues de la mer indienne avant la collision de l'Inde et du Tibet. Et là, je faisais de la géo et de la géole. Alors, ta passion pour la géographie, la géologie et l'histoire, les habitués de la chaîne te connaissent un petit peu, puisque, bon, on a fait ensemble une vidéo sur l'histoire du Chaberton, la bataille du Chaberton, qui est une des vidéos d'ailleurs les plus regardées sur la chaîne. Mais bon, l'histoire, ça fait partie de la montagne intégralement pour toi. Ah oui, tout à fait. De toute manière, quand on fait de la géo, on fait de l'histoire. Lorsqu'on est sur un point de vue et qu'on regarde un panorama, il est anthropomorphisé, il n'est pas au naturel. Quand je regarde depuis Villars puis Saint-André, je vois les terrasses et ça me dit que les gens ont eu besoin de tailler la montagne pour s'installer dans le paysage sans avoir fait de terrasse. Et donc, on peut parler d'histoire à ce moment-là. Quand est-ce qu'on a fait les terrasses? Pourquoi on s'est installé à Puy-Saint-André? Depuis quelle époque? Et quelles ont été les transformations du paysage par les gens, par les gens de ce village? Et qui étaient les gens de ce village? À la limite, on peut remonter très 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 loin. loin, etc. Et là, je sors la carte de France et les très anciennes cartes que j'ai, entre autres la carte de la dernière très belle carte de 1756, avant les Cassini, voire même la carte de Peutinger. Et qu'est-ce que je découvre sur cette carte? Que Puy-Saint-André, à cet endroit-là, est sur la voie romaine. Et j'ai interrogé les gens du pays et ils m'ont dit, effectivement, il y a Elle une est voie là. romaine qui passe ici, et voilà. Donc, on ne fait pas que de l'histoire, on ne fait pas que de la géographie, on fait de l'histoire. Mais quand on fait de l'histoire, eh bien, on fait de la géo. Alors, on a tendance à... Mais à l'époque où je faisais mes études de géo, on ne faisait pas de l'ethno. Et ce qui m'intéressait dans l'histoire, c'était comment vivaient les gens. Voilà, donc on faisait un peu ce que font les ethnologues en allant au Brésil ou ailleurs. On peut le faire ici. Voilà, on peut le faire ici. Parce que justement, on caractérise, on fait un petit raccourci en disant il y a les stations de ski et il y a la montagne nature. Oui, La montagne nature, c'est vrai que la nature est préservée, mais mais elle elle est n'existe humaine quand pas. même. Ouais. Oui, la montagne nature n'existe pas. D'après ce que j'ai lu, les versants sud étaient aussi plantés d'arbres. D'ailleurs, mon vieux voisin Marcel me dit, as-tu regardé Notre-Dame-des-Neiges? Comme maintenant, les arbres poussent beaucoup plus qu'auparavant. Il y a un endroit que les gens d'ici appellent l'arbre sec, et sous Notre-Dame, il y a 30 ans, il n'y avait pas de bélèze autour de l'arbre sec. Eh bien maintenant, il y a des bélèzes et des pins qui sont montés très haut. Ce qui veut dire que le paysage qu'on a actuellement, eh ben, c'est un paysage qui a été complètement modifié par l'homme
pour installer ses moyens de vivre. Et les moyens de vivre, c'était les moutons, les vaches, etc. Et les moutons, les façons, les moyens de vivre aujourd'hui, il y a les stations de ski dans lesquelles tu as travaillé aussi. Ah oui, tout à fait. Et donc, on peut dire que, je veux dire, dans les années des années 60 et 70, il y a eu un essor de la remontée mécanique ici. J'ai travaillé à Villeneuve-la-Salle pendant une dizaine d'années comme pisteur secouriste et on avait d'autres mots en tant que pisteur, d'autres mots à dire sur l'implantation des remontées mécaniques et c'est pour ça qu'on a découvert d'autres moyens d'entretenir les pistes, de faire du sondage d'avalanche, de déclencher les avalanches. Et on peut dire que le véritable essor, c'est les années 80. Et sans les remontées mécaniques, il y a, même avec le tourisme dit doux, il n'y a pas de, il n'y a pas d'avenir. Donc il n'y a pas antagonisme entre le ski en station et puis ton boulot d'accompagnateur. Ah, absolument pas, parce que par exemple, le 6 février, en tant qu'accompagnateur, ben, je suis monté à la Lausette, au fort de la Lausette, à pied. Hein, mes amis étaient à ski. Moi, je dois me déplacer en raquette. Et donc, je suis monté là-haut. Et il y avait une trentaine de personnes qui skiaient en même temps. Le parking de Servières était complètement plein de voitures. Et ce qui prouve qu'il y a aussi un moyen de développer autre chose que la remontée mécanique. Mais je pense que là, c'est pas encore l'époque. L'époque où on réfléchira à autre chose, c'est quand on sera pris à la gorge par le manque de neige. C'est-à-dire, si on a des températures à 1800-2000 qui sont au-dessus de zéro, on ne pourra plus faire d'enneigement artificiel. Ou l'enneigement artificiel sera quelques heures de nuit et ne tiendra pas. Donc, il va bien falloir dès maintenant réfléchir à un autre développement possible de nos régions. Ou alors, il va se passer, comme après la guerre, eh ben, un exode. Et resteront à Puy-Saint-André que quelques maisons habitées par d'irrésistibles Gaulois. On revient toujours aux Gaulois, mais c'est Ah formidable. bah bien sûr. Et tu parlais d'histoire, Michel. Donc oui, j'ai fait de l'histoire et surtout l'histoire briançonnaise est richissime. Je veux dire, et la plus belle époque d'ailleurs, c'est cette époque en gros entre 1685 et 1740 où on voit à la fois Vauban, le masque de fer, les constructions extraordinaires des fortifs, mais la vie briançonnaise à travers l'escarton qu'on a un peu oublié, mais qui a été fort bien étudié par les savants penseurs de la fin du 19e, les Grenoblois qui s'intéressaient de très près à l'escarton. Hein. Donc un petit mot justement sur cet escarton qui est une communauté de vie qui est maintenant partagée depuis le traité d'Utrecht entre la France et l'Italie. Oui, c'est ça. Alors, donc il y a un très bon auteur que je recommande, c'est Alexandre Fauché-Prunel, qui a écrit en 1856 Essai sur les anciennes institutions autonomes ou populaires des Alpes. Donc il a écrit deux bouquins qu'on trouve à la BNF et il va décrire le fameux escarton qui va être institué en 1349 au moment du transport du Dauphiné à la France. Mais déjà, dès 1343, les Briançonnais vont faire signer au Dauphin une charte, la fameuse Charte charte des des libertés. escartons, avec 32 articles, et c'est la fameuse charte des libertés briançonnaises. Ou alors ils auront, sauf grief, peine, etc., ils auront un pouvoir judiciaire, un pouvoir de s'organiser eux-mêmes, à condition de verser
un certain nombre de louis d'or au dauphin, et de boutons et de séquiers de grains. Et on va retrouver cet escarton jusqu'en 1713, entre de Curmonte jusqu'à Guillestre, jusqu'au Queyras et jusqu'à la Grave, où on va faire, il y aura une espèce d'institution politique qui va gérer l'escarton au nom du dauphin et du roi de France, du fils du roi, dont Louis XI a été un des grands organisateurs. Et puis, quand il a été roi, il les a tenus à la gorge. Voilà. Donc, l'escarton, c'est un moment très riche jusqu'à la paix d'Utrecht en 1713, qui va couper à la frontière aux eaux pendantes l'escarton en deux. Les escartons d'Oulx et de Pragela, et puis de Pianal, de Salus, vont retourner au Savoyard, duc de Savoie. Mais par contre, on va récupérer l'Ubaye, qui va, cette partie de l'Ubaye, du Val Maïra, va être introduite dans le royaume de France au col de l'Arche. Et cette histoire, ces droits, ces libertés briançonnaises vont s'arrêter avec la Révolution, puisque là, on change de régime. Exactement. À la Révolution, les députés briançonnais vont descendre, plutôt monter à Paris pour faire valoir l'ancienneté de leur République. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On leur a fait savoir par le préfet de l'époque qu'ils rentraient dans la République et qu'ils avaient qu'à suivre les décrets républicains pris à Paris. Et si on remonte encore un petit peu plus loin, l'époque romaine, Ah ben on bien avait sûr, les Alpes caussiennes qui tout à étaient fait. Ah, les Alpes caussiennes, c'est du roi Kossuth. Cossius, Coetzé, qui devient Cossius sous Auguste, mais Coetzé, c'est le grand roi gaulois qui est à Souze, installé à Souze, et qui a la main jusqu'à Châteauroux sur les Alpes cathuriges, dont font partie les brigantii, pas les brigands, mais bric-break, les gens qui habitent les montagnes, dont les Romains avaient très peur parce que c'était de vaillants soldats contre la puissance de César. Et d'ailleurs, Fauché-Prunal, en 1856, écrit un truc très intéressant. Si ces traces ont survécu encore plus vivaces et plus énergiques dans le Briançonnais, où la féodalité n'a existé que peu de temps, c'est vrai qu'on ne trouvait pas de nobles, etc. Alors, certains disent que ce sont les invasions sarrasines qui ont coupé la tête des nobles, hein, les Sarrasins qui sont restés en gros 80 ans, de 800 à 881. Charlemagne va se confronter aux Sarrasins du côté de Souze, hein, à l'abbaye de Novalaise, entre autres. Et donc, où la féodalité n'a peut-être jamais dominé arbitrairement ou en maîtresse absolue. Sera-t-il étonnant de retrouver dans ce pays des vestiges non seulement des institutions municipales romaines, mais encore des institutions fédérales gauloises, allobrogiques ou vauconciennes. Les allobroges, les vauconces, et les vauconces, c'est les peuples gaulois qui habitent au sud des Hautes-Alpes, dans la zone du Vercors, etc. Et les allobroges viennent du lac Léman, le pays de Savoie, et la capitale des Allobroges, c'était Vienne. Alors, si on revient un petit peu plus récemment dans cette histoire, on constate aujourd'hui pas une renaissance, mais un embryon de renaissance de cette
coopération franco-italienne des régions avec la conférence des Hautes-Vallées qui reprend peu ou prou Oui, le territoire des Alpes cautiennes, peut-être un peu oui, plus réduite, avec toutes les difficultés parce qu'aujourd'hui, administrativement, on est à cheval sur deux régions oui. et sur deux États. Et c'est pas forcément simple de travailler ensemble. Bah, ça avait bien vécu il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait 30 à 35 ans, il y avait une belle coopération entre les gens des Hautes-Vallées d'Oulx et de Suse, et de Pragélas, Estrières et Briançon. Et puis, j'ai l'impression que c'est tombé un peu dans l'oubli, mais ça fonctionne bien du point de vue de l'hôpital, par exemple. Tout à fait. L'hôpital de Briançon travaille à la fois avec les gens des vallées italiennes, piémontaises, parce qu'ils revendiquent d'être piémontais, et notre hôpital. Donc il y a déjà ça. Et je sais qu'au niveau du déneigement du col, il y a une entente entre les déneigeurs français et les déneigeurs italiens pour que le col soit bien trafiqué. Et il se trouve que les Piémontais connaissent beaucoup mieux que nous l'histoire briançonnaise. Il y a des historiens locaux, comme les historiens parisiens disent avec mépris des gens comme nous. Eh bien, ces gens-là ont fait beaucoup d'études à partir des archives de l'Escarton qu'on peut retrouver à Turin. Voilà, donc c'est... Alors moi, je pousserais bien entendu à ce qu'on s'entende et qu'il y ait une sorte de chapeau administratif qui permette des échanges entre les Italiens, les Piémontais et nous, hein, entre autres, mettre sur la place les archives avant 1713, qui sont à Turin, et d'autres archives sont à Grenoble. Donc elles sont dispersées et on peut pas, à la limite, on a beaucoup de mal à travailler sur cette région qui est vraiment très ancienne et qui a le parler d'ici, le, le vieil ami Joseph qui est mort il y a une dizaine d'années, nous parlait en piémontais. Il me disait que les gens du Piémont comprenaient son parler. C'est le franco-provençal. Alors, Jean-Luc Charton, parmi ses multiples métiers, professions, il y en a un travail qui t'a emmené sur les traces du fameux capitaine Durand au sommet du Ouais, ouais. Pelvoux. Raconte-nous un peu cette Ah, bah, histoire-là. capitaine Durand, c'est 1828. C'est Et la triomphe. pourquoi tu es allé à Ah, pourquoi je suis allé? Mais parce que j'ai travaillé à IGN, à la géodésie, et la géodésie, c'était monter sur les sommets et faire la triangulation des Alpes. Et donc, on a fait, à cette époque, on a fait les 4 cartes aux 25 000 de Loisan, et on est monté au sommet du Pelvoux. Alors, c'est pas moi qui a fait la triangulation, mais c'est un de mes amis qui est monté au sommet, comme Durand, mais il est monté en hélicoptère avec Ah, un tricheur. oui, oui, avec notre hélico qui était une très belle Alouette 3 que j'ai retrouvé à Briançon. Et donc, il a fait le tour d'horizon du Pelvoux. Et ça lui a pris la journée, alors que Durand, ça lui a pris, il est resté 3 jours au sommet du Pelvoux en 1828 à tourner l'horizon, à tourner le point, c'est-à-dire mesurer. Alors, il a dû mesurer la Meige, le Goléon, oui, qu'il avait construit peu de temps avant, et d'autres sommets très, très éloignés dans le Vercors, je crois. Et donc, Durand, c'est notre ancêtre géodésien. Et j'ai suivi son parcours, qui a mal fini parce il était capitaine, et comme il avait réussi à bien faire son travail, il aurait dû passer commandant. Et il n'est jamais passé commandant, et il est mort à Sainte-Anne. Ah Il est oui. mort.
on peut dire, un peu dérangé, parce qu'il vivait seul. Hein. Le géodésien, il est au sommet à faire ses mesures d'angle, et en principe, ils sont deux. Hein. Il y a celui qui tire, qui regarde dans son théodolite, et puis il y a un deuxième qui prend des notes et fait des calculs pour savoir quelles sont les erreurs d'angle qui sont faites. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du Briançonnais, c'est ta passion, c'est ton camp de base ici, Oui, mais d'un camp de base, le principe, c'est de sortir, de sortir et bien d'aller sûr. voir ailleurs. Et d'aller voir ailleurs, c'est en général les autres montagnes du monde, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Oui, oui, alors, Si, camp de si on base, regarde un peu tous ces oui, souvenirs, bien bon, sûr. c'est... Oui, oui. Bah, mon camp de base, ça a aussi été en Himalaya, en Annapurna, où je suis, ou à Dolpo, ou même Zanskar, Ladakh, Leh, où j'avais mes points de chute et les amis. Et donc, quand je partais, c'était aussi pour retrouver les amis que j'avais, soit les Sherpas ou les Ladakis Zanskari, que j'ai connus, avec lesquels j'ai fait une trentaine de voyages au Népal et en Himalaya de l'Inde. Et aussi en Mongolie. Je suis allé de nombreuses fois en Mongolie, ou soit à parcourir la Mongolie à cheval, avec des Mongols, à essayer de trouver des itinéraires qu'on puisse faire à pied, ce qui est un contresens pour les Mongols. Oui. Parce que les seuls qui se baladent à pied en Mongolie, ce sont les moines errants, les badarchis, ou les pauvres qui ne sont pas capables de s'acheter un cheval. Ah, et d'ailleurs, il disait, mais mes chevaux, ils sont pas bons. On n'a pas de bons chevaux. Alors en fait, les touristes que j'emmenais voulaient, eux, se balader à pied. Ouais. Donc, il se mettait dans le rôle des pauvres là-bas, Exactement. alors qu'il faut quand même quelques moyens pour aller dans Ah ce genre de ben, pays. c'était des voyages à un équivalent de 3 000 euros. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Un jour, moi j'arrive à cheval, ce qui était tout à fait normal. J'étais devant avec mon traducteur mongol qui parlait russe et français avec l'accent russe. Et j'arrive près d'une famille de Mongols en train de monter la tente, la fameuse yourte mongole. Et donc tout allait bien, on se parle, moi je parle baragouiner un peu de mongol, et j'ai vu leur visage complètement se transformer quand il a vu arriver le groupe à pied. Ils ne comprenaient pas qu'on puisse arriver à pied en Mongolie. Et là, ils ont été complètement surpris et mal à l'aise. Est-ce que c'était des pauvres gens qui arrivaient? Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils devaient leur offrir? Parce que le moine errant, on lui offre à manger, on lui offre le couchage et peut-être le cheval, ou on va l'accompagner pendant une journée au prochain arrêt de yourte. Et là, ils ne comprenaient pas ce qu'on était venu faire ici à pied. Parce que souvent on dit, quand on voyage comme ça à l'étranger, au lointain, qu'on découvre des civilisations, on découvre des gens, des paysages, mais les gens qui sont sur place, euh, en accueillant les voyageurs, découvrent aussi une autre façon de vivre. Tout à fait. Et il est vrai que quand je passais, j'avais toujours un petit objet à leur donner, soit une photo. Alors, je me suis rendu compte que ce qu'ils connaissaient à travers la télé, parce qu'ils avaient la télé, hein, une télé et puis une parabole, et ils recevaient le TV5 Monde. Et il savait tout à fait qu'il y avait une tour Eiffel à Paris, et ce qu'il demandait, c'était la tour Eiffel. La première fois, j'étais un peu dépourvu, mais la deuxième fois, je revenais soit avec une tour Eiffel ou avec une photo de la tour Eiffel que je retrouvais affichée dans la yourte l'année d'après. Donc, ils étaient très ouverts à connaître le vaste monde, et ils nous connaissaient bien, beaucoup mieux que je ne les connaissais moi, parce qu'il y avait très peu d'images de la Mongolie.
ou des images fantasmées par les réalisateurs, qui n'étaient pas la réalité, et certains écrivassiers parisiens qui racontaient, On donne des noms? Non, on donne pas. non, on n'en donnera pas de nom, qui racontaient leurs exploits qui n'en étaient pas. Je veux dire, pour moi, le voyage, c'était, voilà, c'était comme disait Bouvier, le voyage vous fait ou vous défait. Quand est-ce que le voyage m'a fait? C'est quand je suis allé à Dolpo. Je suis allé une dizaine de fois à Dolpo et j'ai vu ce voyage me raconter une histoire très forte de Tibétains qui faisaient le voyage entre le Tibet et les plaines du Népal avec le grain. C'était le fameux pays de l'orge et du grain. Et quand est-ce que le voyage m'a défait? C'est quand la dernière fois j'ai fait Kilimandjaro. Et en fait, les Tanzaniens nous accueillent les bras ouverts. C'est parce qu'on laissait des milliers de dollars au passage. Oui, c'est pas le même esprit, là. Pas le même esprit. Pas le même esprit. Ouais, ouais. Parce que, alors justement, de tes voyages en Himalaya, parce qu'on dit que l'Himalaya, c'est la montagne qui ressemble peut-être le plus aux Alpes, mais en plus grand. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as vu comme différence et comme point commun entre ces deux massifs et entre ces deux populations? Eh ben, en fait, quand j'ai présenté mes diaporamas aux gens d'ici, il y a 30 à 40 ans, ben, ils voyaient les correspondances. C'est-à-dire, ils voyaient ce fameux panier que les Népalais appellent le doko, qu'on porte avec la barre au front, et ils voyaient le même doko que le panier en osier, eux, portaient par contre, attaché sur leurs épaules. Ils regardaient comment ils avaient planté l'orge à Dolpo. Eh bien, ils voyaient le même orge qu'on avait planté, la, le- la même irrigation en plus, Mm. la même organisation de l'irrigation, que ce soit à Dolpo ici ou en Tunisie, à 12. Hein, il y avait les mêmes organisations de l'eau. Et Même, donc, je me suis dit, il y a des invariants qui sont liés au climat, qui sont liés à la pente et puis à l'éloignement de la vie de la ville. mais cet éloignement se réduisant, même en Himalaya, les différences augmentent aussi un petit peu Oui, maintenant. alors, il se trouve que maintenant, en Himalaya, il y a des routes dans tous les coins. C'est les Chinois qui font des routes. Alors, ils font des routes pour vendre leur quincaillerie, mais on peut soupçonner qu'ils font des routes pour arriver plus facilement en Inde. Et ben, c'est la même route qui a été faite pour nous euh, au début du 20e pour rejoindre Briançon et puis Saint-André par la route. Et c'est inévitable. Et je veux dire, c'est comme une forme de progrès. On ne peut pas soit être bouddhiste au phage et puis être ici dans nos yourtes avec nos vaches. C'est fini ce temps-là. Parce que bon, certains puristes, entre guillemets, regrettent la construction de routes, par exemple au Népal, mais quand ils viennent dans ton gîte à Puy-Saint-André, ils viennent en voiture. Ah bah tout à fait, il y en a même qui sont venus en hélico. Ah ouais, ouais, Je sais que l'hélico d'IGN s'est posé sur la place pour me faire un petit coucou avant de repartir à Paris, au Bourget. Et non, mais c'est évident qu'on ne descend plus avec le bullet à Briançon. Hein, on a Internet et plutôt mal, parce que si on veut, je pense qu'on a Internet beaucoup plus mal que les Népalais au fin fond du Dolpo. Et eux savent se servir d'Internet, etc. Et alors que moi ici, je pédale un peu dans la choucroute avec l'antenne qui se trouve au-dessus de Saint-Martin. Et eux, ils ont une antenne par satellite que je n'ai pas moi. Voilà. Alors, en parlant Népal, Himalaya tout à l'heure, tu as prononcé
vite fait le mot bouddhiste. La culture bouddhiste, est-ce qu'elle t'a marqué dans tes voyages? Ben, je pense que j'y allais pour ça. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Dalai Lama à Delhi, à l'aéroport, et donc on ne peut pas échanger avec Dalai Lama. Il est Très entouré entouré. de ses gardes-corps, et je lui ai simplement fait le namasté habituel, et lui m'a répondu. Mais c'est lui qui disait que les Européens ne peuvent pas être bouddhistes. Et je comprends. J'étais plutôt bouddhistophile. J'aimais bien ce rapport à la vie, à la mort et à l'immensité de l'Himalaya. Hein, c'est ce que j'espérais toujours y trouver. Et puis, j'ai toujours trouvé ce même rapport à à la religion ou à la philosophie euh, que conserve malgré la puissance de la Chine. Mais que tu considères qu'on ne peut pas ramener en Europe, Tout quoi. à fait ce que disait Dalai Lama d'ailleurs. Il disait contentez-vous de nous aimer, mais jamais vous ne ferez les 3 ans de prière à plat ventre depuis votre village jusqu'à Lhasa. Et n'essayez pas, surtout vous allez devenir fou. Tandis que eux peuvent le faire en toute quiétude et en, en, en nous regardant amicalement. Ton dernier voyage dans une montagne du monde, c'était où? Alors, mon dernier voyage, c'était le Valais suisse, le Grand Saint-Bernard. Et Grand Saint-Bernard, euh, j'ai connu quelqu'un euh, à Saint-Pierre, à Bourg-Saint-Pierre, qui était descendant d'un des soldats de Napoléon. Et on revient à l'histoire de Et toute on façon. revient à l'histoire. Comment la route qui monte au Grand Saint-Bernard, eh bien, c'est les gens de Bourg-Saint-Pierre, et puis juste au pied du Grand Saint-Bernard, eh bien, et les soldats de Napoléon qui l'ont faite. Et à peu de choses près, elle existe encore de la même manière. On ne va pas parler d'Hannibal, mais je suis persuadé qu'Hannibal a remonté la Durance et, à mon avis, il n'est pas passé par Montgenèvre, il est passé par Servières. Et j'ai retrouvé les traces d'une voie romaine au-dessus des Fraches. Hein, on voit très bien euh, une route en terre, limitée de chaque côté par des pierres dressées. Et ces pierres dressées, on les retrouve sur le col de l'Aupe-Martin. Et avec un très beau zigzag magnifique, un mur en pierre de soutènement. Et si on regarde la carte de Peutinger, eh ben C'était c'est un la lieu de voie passage. romaine Ouais. qui file à Grenoble par, euh, par le Val-Gaudemar. Parce que derrière l'Aupe-Martin, on va descendre sur le Val-Gaudemar. Alors justement, ces aspects historiques concernant Hannibal, on parlait tout à l'heure des historiens locaux. On va dire que chaque historien local a son lieu de passage d'Hannibal, mais bon, on ne pourra pas trancher aujourd'hui. Oui, bien entendu, on n'a pas de... euh, si, encore que Paolo Rubiz, qui est euh, un écrivain journaliste de la Repubblica, dit avoir trouvé au-dessus de Sestrières un village dans lequel les gens lui ont raconté que quand les nazis sont partis en 1944 de chez eux, ils ont embarqué une défense d'éléphants. Et on le trouve dans son... Paulo Ruiz a fait le trajet d'Hannibal depuis Tunis jusqu'à jusqu'à aux, aux avant-portes de Rome. Et il prétendrait que Hannibal est justement passé par a remonté la Durance et s'est séparé en passant par le col de l'Arche et peut-être une autre équipe, une autre armée d'Hannibal a remonté la Durance et par contre quand on arrive à Briançon,
quand on arrive à Guillestre, certains disent qu'il a remonté le Guil, mais quand on est à Guillestre et qu'on voit cette plaine magnifique qui est la plaine de la Durance, on ne va pas s'embarquer dans le Guil, surtout en octobre. Donc, il serait remonté, mais après. Alors, Strabon et Tite-Live décrivent justement la remontée d'Hannibal par la Durance. Alors tout à l'heure, quand je te demandais ton dernier voyage dans les montagnes du monde, tu as parlé du Valais. Est-ce que quand tu vas en Suisse, par exemple, tu as le même regard sur les gens et la montagne, d'ethnologue en quelque sorte, que quand tu allais ou que tu vas au Népal? Bien sûr, quand je vais dans le Valais, eh ben, je vois les gens du Valais qui sont, les paysans du Valais, qui sont les mêmes que les paysans du Villard, qui entretiennent leurs champs. Il faut voir, les champs du Villard sont de mieux en mieux entretenus. Quand est-ce que je le vois? Je le vois au printemps et à l'automne, quand les champs sont bien taillés, verts, etc. Les gens du Valais, eh bien, entretiennent de la même manière leur terrain avec des outils adaptés à la pente, des petits tracteurs bas sur pattes, etc. Mais je vois les mêmes choses avec mes copains du Villard qui entretiennent. Alors que ici, c'est la mort des terrains. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas d'agriculteur Oui, qui il y entretient a des la montagne. tentatives un peu, mais Il y a c'est... eu des tentatives, mais maintenant, plus personne ne taille comme il se faisait autrefois les belles terrasses. Maintenant, les terrasses sont plantées de ronciers, habitées par les vipères, etc. Et les chevreuils, c'est-à-dire les chevreuils trouvent de quoi manger maintenant sur nos terrasses. Alors tout à l'heure, on disait que tu avais de multiples casquettes, de multiples activités. On a fait un petit inventaire. Est-ce qu'on aurait oublié un des métiers Oui, de je suis Jean-Luc? écrivain. Ah, bah Et voilà. voilà, je suis écrivain. Et, parce que je paie des droits d'auteur, je paie des charges sociales sur mes maigres droits d'auteur. Et alors, m'est venue dans les années 90 l'idée de raconter le pays en marchant. Et je me suis dit, bah, toutes ces belles balades, elles ont des sens. C'est pas le sens vers la montée, mais c'est le sens à décrire l'histoire qui a pu passer par là. Par exemple, euh, quand je me baladais sur le chemin de ronde dernièrement, euh, à l'automne dernier, j'ai découvert un chemin de ronde taillé au cordeau. Quand on dit chemin de ronde, c'est dans la vallée de la Guisane en face. Non, c'est la vallée de la Clarée. Ah, celui dans la Clarée, oui. Rive gauche de la Clarée, il y a un très beau chemin qui part des chapelles et qui va aller jusqu'au Rochide. Et en fait, c'est l'époque de Louis XIV, de Vauban, Berwick, etc., protéger le précaré en taillant des chemins faciles à l'homme et au mulet, disait-on. Important le mulet. Important, ouais, ouais. Ouais, donc tes bouquins, c'est pas des guides de randonnée au sens classique, un itinéraire, on prend à droite, on prend à Ah non, gauche, on monte. bien sûr. Donc, donc mes bouquins sont chez Glénat et je m'entendais très bien avec un des metteurs en page de Glénat, Pascal Sombardier, qui a été Ah, un un des grands directeurs de rédaction de plusieurs journaux de montagne. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu raconter une histoire. Par exemple, on parle de la Bérarde, mais il y a 200 ans, le lac de l'Échaudat, en 1807, s'est déversé pendant 45 jours sur Pelvoux et a raboté toutes les constructions qu'il y avait le long de Chambran. Et quand vous montez dans le vallon de Chambran pour aller à l'Échaudat, on voit des voûtes. Eh bien, c'était les anciennes maisons qui ont été rabotées par un water flood qui est parti du lac de l'Échaudat et qui a raboté une partie des clos, du village des clos. Et donc,
quand on écoute, quand on voit ce qui s'est passé à la Bérarde, eh bien, ça c'est déjà vu à Pelvoux, mais je l'avais soupçonné parce que j'avais fait une grande voie dans le versant nord des écrins, hein, je ne sais plus le Maillard d'Ivona, je crois, et en redescendant par le versant écrin sur la Bérarde, j'avais vu un lac glaciaire se former à cette époque, à la fonte des neiges, aux alentours de fin juin, début juillet. Et là, en tant que géographe, je me suis dit, moi, un jour, Ça va lâcher. ça va lâcher. Et une fois avec ma compagne, nous sommes montés à la Beige, hein, et je regardais les, le torrent des Étançons, je crois, qui descend de la Grave, qui descend de la Beige, versant sud, et qui file sur la Bérarde dans une étroiture. Je me suis dit, le jour où il y a un bloc qui casse tout, ça va passer par-dessus et ça va raboter, ça va ruiner, comme il disait, les gens au 19e, toute population, etc., à Laval. Et donc, la Euh, Bérarde. Et c'est pas fini, hein, on en aura d'autres. Je suis allé dernièrement voir, en, en octobre, voir mon ami le glacier blanc qui a bien reculé. Et j'ai Là, on été, a un lac en préparation, là. ben voilà. Et donc, c'est typiquement ce qui s'est passé à l'Échaudat. Euh, sur la très vieille carte de Bourset, on voit les glaciers descendent très bas. On ne voit pas le lac de l'Échaudat. Et à la fonte glaciaire, le glacier a reculé. Et qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben, on a le lac de l'Échaudat qui s'est installé derrière son verrou. Et Rossignol, le maire de Pelvoux, en 1807, écrit au préfet de l'époque en lui disant Monsieur le préfet, le lac a débordé de 30 pieds. Il est monté de 30 pieds. Ça fait quand même 6 mètres. Et là, actuellement, il est 6 mètres en dessous. Donc, le jour où imaginons, un lac sous-glaciaire explose, comme c'est arrivé au Népal dernièrement, le lac sous-glaciaire va monter sur le lac de l'Échaudat et puis va passer par-dessus. Alors, souvent, on dit quand il y a une catastrophe comme ça, oui, il fallait pas construire à cet endroit-là, etc. Les anciens, eux, ne l'auraient pas fait parce que on voit les maisons, les vieilles maisons qui restent. Mais est-ce que c'est pas simplement parce que toutes celles qui ont été emportées, qui ont été détruites par les catastrophes naturelles, on n'en parle plus, Oui, bah, on n'en parle plus parce que, elles n'existent plus. oui, elles existent, mais on n'a pas l'œil. Voilà. C'est-à-dire, moi, en tant que géographe, je regarde le paysage et le paysage me parle, toujours. J'étais tout gamin, j'étais impressionné par les cartes que mon père militaire rapportait à la maison et je regardais ces petits villages et il y avait les grandes flèches, première armée, deuxième armée. Mon père se préparait à la guerre contre les Russes. Et moi, j'apprenais la carte. Et maintenant, comme je sais lire une carte, je m'intéresse aux cartes anciennes. Et donc la carte ancienne, la plus belle qu'on ait actuellement, c'est la carte de Bourset, celle de 1756. Et on voit sur cette carte les glaciers descendent très bas. Et si je regarde la carte de Durand, qui est apparue en 1880, hein, jusqu'en 1800, la carte aux 80 000, eh bien on voit déjà le recul glaciaire se faire. Le glacier blanc, il est très haut. Il est comme je l'ai connu en étant chasseur alpin au 15-9, dans les années 70. J'étais éclaireur skieur et on était campé à Cézanne. Et on voyait le glacier arriver. Et notre grand truc, c'était de monter par ce qu'on appelait la goulotte, c'est-à-dire le torrent, le Ah oui. ravin glaciaire, et on montait depuis Cézanne à un glacier blanc en 40 minutes. Donc j'ai vu toute cette perspective, soit à travers les cartes,
ou en lisant le paysage, ou en y allant sur le terrain. Alors, à ce chasseur alpin, on va pas faire raconter l'histoire du 15-9. Là, maintenant, je voudrais que tu répondes à une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais eu envie que je te pose. Quid de l'intelligence artificielle pour les gens de ces montagnes? Comment l'intelligence artificielle va gérer notre futur? C'est vraiment la question que je me pose parce qu'aujourd'hui, le 7 février, il y a un grand raout des intellos parisiens sur l'intelligence artificielle. Ce que j'ai peur, c'est qu'on ait en face de nous plus d'hôpital, plus qu'un type qui nous réponde hein, vous avez mal à la tête, très mal à la tête, vous avez des vertiges rotatoires, euh, ah, vous avez la grippe. Eh bien, heureusement que j'avais l'hôpital de Briançon sous la main, j'ai fait un AVC cérébelleux qui a été très bien diagnostiqué par les médecins des urgences de l'hôpital de Briançon. Et ce que j'ai peur, un jour, c'est que ce médecin soit remplacé par un type qui me réponde dans la Silicon Valley, etc. Donc, l'intelligence artificielle, pour toi, c'est plus une crainte que quelque chose de positif. Tout à fait, parce on n'est pas invités, nous, les crétins des Alpes, à avancer nos idées sur ces projets. Parce que, par exemple, les JO, hein, si on me posait la question, j'aurais tout à fait de quoi répondre, parce que j'ai travaillé à la fois en tant que pisteur secouriste à Sun Valley dans l'Idaho, ou à Seilhac avec Philippe Labour, qui a été un des grands aménageurs de la région, qui était euh, euh, un type d'une puissance intellectuelle formidable. Et à Sun Valley, j'ai eu affaire à un Trump le même, c'est-à-dire Monsieur Holding, il avait, euh, euh, il avait acheté Sun Valley pour sa femme. Ah oui. Il était propriétaire de plusieurs hôtels à travers les US et Sun Valley, c'est une pécadille pour lui. Donc j'ai mon idée sur l'aménagement de la montagne ici. Par exemple, l'idée du ProRail, de l'avoir coincé en bas, mais bien avant, j'avais pensé faire partir le ProRail de la Grande Boucle, tel que je l'avais vu. C'était un projet initial de la Grande Voilà, Boucle. la Grande Boucle, hein, c'est un non-sens complet quand on imagine que ce sont les bagnoles qui bronzent au soleil des Alpes, alors qu'à Snowbird, où j'ai skié avec Tilly, à Snowbird, les bagnoles elles étaient en souterrain et on partait de la Grande Boucle, où la Grande Boucle était un site d'hébergement vachement pensé comme savent le faire les Américains. On ne peut pas leur jeter la pierre. Ce sont des gens qui réfléchissent, un peu comme les Suisses, qui sont lents au démarrage, mais qui ont tellement de pognon Ouais, il y a de l'énergie et de l'argent, quoi. et d'énergie. Et une fois que la chose est lancée, on ne la remet plus en cause. Ça va être l'heure de conclure notre entretien, même si on doit raconter toute l'histoire de Jean-Luc Charton. On ne va pas faire un portrait, mais on va faire une encyclopédie. Donc, on va s'arrêter là, mais en n'oubliant pas de poser une question. Donc, je t'invite à te tourner vers cette caméra et interroger le prochain qui va être à ta place Ouais. pour. Donc, On donc ne sait pas qui c'est, hein. oui, oui, oui. Donc Raymond m'avait posé la question, et si je ferais prof? Donc je lui ai répondu, j'aurais pu. Et là, par contre, ce que je voudrais poser, c'est quid de l'IA dans la vie de la montagne? Comment est-ce que on peut voir
l'interpénétration de l'IA dans notre vie de tous les jours. Hein. Notre vie de tous les jours, c'est l'hiver, le ski, comment ça va changer, et puis l'été, avec le réchauffement climatique, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre avec moins d'eau et plus de chaleur dans nos montagnes. Quid de l'IA? Jean-Luc, merci de m'avoir reçu et d'avoir partagé ce moment très riche ensemble. Bah, merci Michel, parce qu'on a déjà eu une très belle expérience tous les deux avec Chaberton, qui était un exploit intellectuel incroyable de la part d'un jeune lieutenant appelé Et qui avait de l'initiative. et qui avait de l'initiative. Et, euh, et dont il reste très peu de mémoire à Briançon. Hein, on a coincé le lieutenant Miguet près d'une zone artisanale. C'est un scandale, alors que le très beau rond-point près du Leclerc, euh, il aurait besoin de sa statue parce il a protégé la ville. Et surtout, il n'a pas fait comme font les Russes actuellement. Il a tiré que sur un objectif militaire. J'ai relu pas mal de choses sur lui. Il a tiré sur le Chaberton et ils ont refusé de tirer sur les villages qu'ils pouvaient atteindre très facilement en Italie. Merci Merci beaucoup. Michel.